Dans le sud-ouest de la Suisse, au cœur d'une région baignée de soleil et épargnée par les averses, se trouve Martigny. Dans cette ville, carrefour de routes commerciales et d'axes internationaux de la Suisse romande, foisonnent des histoires de chiens, de moines et de chemins de fer, qui s'appelle ici le Saint-Bernard Express. Le Saint-Bernard Express mène une double vie. À la fois train-navette et ligne d'excursion, il possède son propre quai et côtoie les trains des chemins de fer fédéraux suisses qui assurent la liaison avec le lac Léman, le Simplon, le Lötschberg et la Furka. Quittant la gare en direction du sud, le Saint-Bernard Express commence par emprunter les voies de ses grands frères. Après un embranchement, il s'engage ensuite sur son tronçon exclusif. L'amphithéâtre est un vestige de la domination romaine sous l'empereur Claude. En ce temps-là, Martigny s'appelait Forum Claudii Valentium. Comme les cols et vallées environnants, la ville jouit d'une histoire commerciale vieille de plus de 2000 ans. En comparaison, cette ligne de chemin de fer est, elle, toute récente. C'est une compagnie de chemin de fer privée, la TMR, les transports de Martigny et région, qui exploite le Saint-Bernard Express. Mais celui-ci n'est pas le seul rejeton de cette famille ferroviaire, qui compte un autre train des superlatifs, le Mont-Blanc Express. Tous deux contribuent à promouvoir les trésors de la région. Ce train est vraiment exceptionnel. Et j'y crois chaque jour un peu plus, quand je vois l'extraordinaire beauté du paysage, côté suisse comme côté français. Nous avons la chance de posséder quelque chose d'exceptionnel et d'unique en Europe. Croyez-en un spécialiste du marketing. Personne au monde ne peut se targuer d'avoir deux produits aussi connus, le Mont Blanc, mondialement célèbre, et les Saint-Bernard. Celui-là n'est encore qu'un petit support publicitaire, mais il va grandir, promis. Son chenil de l'hospice du Grand Saint-Bernard jouit d'une longue tradition. Au fait, ils ne naissent pas avec un tonneau autour du cou. Ils doivent cet attribut à leur mission de chien de sauvetage. Alors, l'histoire du tonneau, malheureusement, c'est un petit peu un mythe, mais c'est vrai qu'ils étaient utilisés dans le temps pour aller à la recherche de personnes qui étaient sur la montée du col, qui étaient perdues dans la tempête, comme on voit aujourd'hui avec le brouillard qu'il y a. Et les chiens étaient porteurs d'un tonneau avec de l'alcool à l'intérieur, c'est une eau de vie distillée, qui est assez forte, qui réchauffe le corps, entre parenthèses, des personnes qui montaient à l'hospice dans le brouillard. C'est pour ça que ça restait un mythe, et je trouve très joli de prolonger ce mythe. Un de leurs ancêtres canins a sauvé 40 personnes de la mort blanche, de la tempête de neige et des avalanches. Il s'appelait Barry. Pendant 12 ans, tout au long de sa vie, il a multiplié les glorieux exploits. Et c'est grâce à ce légendaire Saint-Bernard que ce train-là a du chien. Dans les vallées de la Drance, le Saint-Bernard Express chemine dans un paysage au romantisme sauvage, encore préservé du tourisme de masse. Pour le confort des habitants de la vallée, les trains se succèdent toutes les heures. Quant aux touristes, ils peuvent goûter ici aux joies ferroviaires en toute quiétude. Après 11 minutes de trajet, entrée en gare de Beauvernier. Au détour d'un train, nous croisons à nouveau Barry et les moines, qui, avec leur élevage de Saint-Bernard, ont valu à cette race de chiens une renommée mondiale. Ici, les vallées sont sillonnées par la route et le rail. La voiture fait depuis longtemps concurrence au train. Mais malgré l'importante infrastructure routière et ferroviaire, le parcours du Saint-Bernard Express conserve une grande part d'authenticité. Un aqueduc protège d'éventuels torrents après les pluies violentes. Enfin, à l'origine. Le Val Ferret. Aucun train ne dessert cette région, mais on peut s'y rendre en bus, exploité par la compagnie de chemin de fer. Ici, les vaches ont une robe brun foncé et sont robustes.
Elles sont issues d'une race bovine ancienne que l'on trouve exclusivement dans le Valais, l'Alpine Érins. Elles peuvent encore laisser libre cours à des traits de caractère qui feraient rêver nos laitières dans leurs étables. Au sein du troupeau, c'est à coups de cornes que s'établit la hiérarchie. Les habitants du Valais profitent de cette combativité naturelle pour organiser les traditionnels combats de rennes. Profitons de notre présence dans les alpages pour remonter un peu le cours du temps. Marcher aux bestiaux dans le Valais. À l'époque, chaque paysan connaît encore sa vache et chaque vache son maître. Oh, pardon, c'est également vrai pour les moutons et les chèvres. Sous le chaud soleil du Valais, de nombreux fruits poussent en abondance. Pommes, poires, abricots, sans oublier la matière première indispensable à toute bonne bouteille, gamay, arvine, syrah ou humagne, autant de cépages qui, une fois vinifiés, inspirent le palais. Au fil du temps, le Valais devient le principal canton viticole de Suisse. Et qui dit vin, dit aussi fromage. Du bon fromage des Alpes, fabriqué avec le lait des vaches alpines Érins, est en cours d'affinage dans cette cave en pierre. Alors ici, on a monté le 10 juin. Alors au début, je faisais 13 pièces par jour. 6 le soir, puis 7 le matin. Alors je les descendais, et puis je les mettais au bain de sol. Je laisse 24 heures au bain de sol. Après, j'ai commencé à mettre là-bas. Et puis au début, je les lave tous les jours, parce qu'il faut qu'ils prennent la morche, quand ils sont blancs, comme ceci. Tous les jours. Après, depuis qu'au bout de 15 jours, ils commencent à fermenter et à prendre la morge. Alors, je les fais un jour pas. 700 meules issues du lait de 80 vaches sont affinées ici entre juin et septembre. Les vaches appartiennent à différents agriculteurs. Chacun d'entre eux reçoit ensuite sa quote-part de fromage. Quittons les alpages pour redescendre dans la vallée. Entrée en gare de Sembranché. Ici, la ligne se scinde en deux, en direction du Châble et d'Orsières. Les voyageurs ont tout intérêt à bien écouter attentivement les annonces, car, selon les circonstances, les trains sont divisés ou poursuivent directement leur route vers l'un des deux terminus. Le départ est donné simultanément. La ligne de droite part en direction du Val d'Entremont. Celle de gauche mène au Val de Bagne, notre prochaine destination. Au premier plan, la ligne initiale du Saint-Bernard Express. À l'arrière-plan, son prolongement. Ce tronçon-là est nettement plus récent. Aussitôt après Sembranché, le train emprunte un viaduc en béton précontraint d'une longueur de 370 mètres, le plus imposant ouvrage d'art de la ligne. La construction de ce tronçon de 6 km 500 remonte seulement à 1952. L'embranchement Sembranché-Le Châble a vu le jour au moment de la construction du barrage de Mauvoisin. Comme ce chantier n'était pas envisageable sans le chemin de fer, on a prolongé la ligne en direction du Châble. 16 piles de ponts sont érigées pour enjamber la Drance. Le viaduc est construit en un temps record. Le 11 août 1953, on fête l'inauguration de la ligne. Pour la construction du barrage, des locomotives crocodiles mises à disposition par les chemins de fer fédéraux suisses convoient des tonnes de ciment. Jusqu'à la fin des années 50, l'activité ferroviaire locale est en plein essor. Des voitures des chemins de fer fédéraux viennent même en renfort pour transporter les indispensables matériaux de construction. Mais une fois les travaux du barrage achevés, un léger marasme souffle sur la vallée. Heureusement,
un vent nouveau ne tarde pas à se lever grâce au développement touristique de Verbier. Par la suite, nous avons aussi bénéficié des atouts touristiques de Verbier. Son domaine skiable est très connu. C'est une station appréciée été comme hiver. En hiver, on peut prendre le train jusqu'au Chable et de là, on accède facilement au domaine skiable. On arrive à Verbier au pied des pistes. Le village alpestre se métamorphose en une station de sport d'hiver de première catégorie à 1400 mètres d'altitude. Ce domaine skiable séduit par son ensoleillement exceptionnel. Arrivé au Chable, en contrebas de Verbier. Le Chable est la plus grande ville du Val de Bagne. En été, l'activité ferroviaire y est des plus paisibles. L'hiver, en revanche, des trains spéciaux viennent pallier l'afflux de skieurs. D'ici, on peut accéder directement à Verbier par le bus ou la télécabine, été comme hiver. La compagnie Martigny-Orsières possède aussi une longue expérience dans le domaine du transport de marchandises. L'abri en bois, un vestige du passé. Dès 1926, la compagnie ferroviaire met en place un service de camions et d'omnibus, véritable lien avec le monde pour les villages isolés. Dans les années 1950, les voyages d'agrément en train font fureur. On met en service les premiers directs entre Genève et le Chable, en collaboration avec les chemins de fer fédéraux suisses. Retour à Sambranché. À l'arrière-plan, cette fois encore, le train à destination du Chable. Rappelez-vous, c'est ici que la ligne se scinde en deux. Au premier plan, apparaît maintenant le Saint-Bernard Express avec Orsières pour terminus. Il circule là sur son tronçon d'origine, dont l'histoire est intimement liée au projet de construction d'une usine d'aluminium. Mais les premiers projets remontent à bien plus longtemps. À une époque, on envisage même de percer un tunnel à travers le Grand Saint-Bernard, depuis toujours considéré comme la porte d'accès vers le sud, et de charger les diligences sur les trains. Mais que s'est-il passé en réalité ? Le tout premier projet a été élaboré en 1846. Et il s'est concrétisé en 1856. On a entrepris le percement d'un tunnel. Mais ces travaux ont, hélas, dû être interrompus au bout d'un an parce que les ouvriers n'étaient pas payés. Et qui plus est, pas suffisamment nourris. Ensuite, il faut patienter jusqu'en 1904. Cette année-là, les autorités fédérales, à Berne, accordent une concession. Elles autorisent la construction d'un chemin de fer à voie étroite. Et c'est le début effectif des travaux. Mais entre-temps, des Anglais arrivent avec l'intention de construire une usine d'aluminium à Orsières. La concession est alors modifiée pour construire une voie à écartement normal. Finalement, en 1910, on inaugure le tronçon initial, la ligne Martigny-Orsières. Et voilà comment le chemin de fer a vu le jour. Quant à l'usine d'aluminium, elle n'a jamais été construite. La ligne Martigny-Orsières, d'une longueur de 19 km 300 très précisément, établit la liaison en direction du Grand Saint-Bernard. Elle suit en cela une ancienne route commerciale reliant le sud au nord, autrefois utilisée par les pèlerins et les marchands, par les empereurs et les rois, par les généraux, soldats et voyageurs de tous horizons. La proximité de la route du Grand Saint-Bernard, cette voie de franchissement des Alpes, profite depuis toujours à Orsières. Par le passé, la ville met à disposition des entrepôts pour les marchandises, organise des convois à dos de chevaux et de mulets. Avec l'arrivée du chemin de fer, le Val d'Entremont entre dans une ère nouvelle. De plus en plus nombreux, les touristes viennent s'y égarer, car son isolement est gage d'une nature préservée, d'une authenticité que d'autres villages de montagne ont depuis longtemps concédé au tourisme. Le train a apporté une grande activité touristique jusqu'à Orsières. Et ça a permis de sortir de l'isolement
Et ça a été certainement le point de départ de notre activité touristique. Et pour les guides, ça a été vraiment un apport. Et la continuation du train par les cars, les bus qui ont pu véhiculer les gens jusqu'au fond des vallées, aussi ça a été un point très important et très favorable pour le développement de nos régions de montagne. À Orsières, les bus aux couleurs de la TMR prolongent la ligne de chemin de fer. Ils desservent les vallées voisines, rejoignent l'Italie en empruntant le tunnel routier et franchissent le col du Grand Saint-Bernard. Un film des archives cantonales de Martigny illustre la montée jusqu'au col durant l'hiver 1936. Tout comme aujourd'hui, le col est fermé en hiver. On ne peut se rendre qu'à pied ou à ski à l'hospice du Grand Saint-Bernard, véritable bastion au milieu de l'immensité immaculée. Les chanoines augustins portent secours aux voyageurs surpris par les éléments naturels. Allô? Ici l'hospice. Monsieur le prieur, c'est la cantine de Pro. 3 voyageurs viennent de partir pour Une fois surmonté les rudes mois d'hiver, le col rouvre en juillet. 3 mois durant, la montagne est alors transfigurée. Des autocars de la compagnie ferroviaire PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, font la liaison entre la vallée du Rhône et le Val d'Aoste, en Italie. En été, le passage du col fait figure d'agréable excursion. Hiver 1928, une voiture équipée de chenilles fait en l'espace d'une journée le voyage entre Chamonix et l'hospice. Été 1935, l'écrivain américain Richard Halliburton atteint le col en compagnie de Miss Dolly. Le pachyderme souffre du mal des montagnes. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve que Hannibal ait, en son temps, franchi les Alpes à cet endroit. Le bus de la TMR atteint le col à 2469 mètres d'altitude. Avant que Saint-Bernard de Menton fonde ici son premier hospice, au XIIe siècle, l'endroit s'appelait le Montjoux. En l'an 12 avant Jésus-Christ, une route romaine passait déjà, dit-on, par ici. Le musée de l'Hospice livre de plus amples détails sur l'histoire passionnante de cette route. Le 20 mai 1800, Napoléon Bonaparte franchit le col à pied avec 40 000 hommes, 5 000 cavaliers, 50 canons et 8 obusiers, et pénètre en Italie. Alors, durant le passage des troupes de Napoléon, en mai 1800, l'hospice a fourni environ 22 000 bouteilles de vin, 4 000 livres de fromage, des 500 draps pour servir de guêtres, des draps et des couvertures qui avaient été découpés pour leur servir des guêtres. Il y avait également des chandelles, du sel en quantité assez importante. Il faudra 8 jours pour que l'armée tout entière franchisse le col. Nous quittons le Grand Saint-Bernard pour rejoindre la 2e ligne phare de la compagnie privée de chemin de fer. Un saut d'environ 23 km à vol d'oiseau nous mène au plus haut sommet des Alpes, le Mont Blanc. Du haut de ses 4807 mètres, il surplombe majestueusement la vallée de Chamonix. À ses pieds passe la ligne du Mont Blanc Express. Ce train à crémaillère relie Martigny à la France, en passant par la vallée du Trient.
Après une course de 2h30, il atteint Saint-Gervais où les trains de la SNCF offrent diverses correspondances. Côté vitesse, le Mont-Blanc Express porte bien son nom. Avant la construction du chemin de fer, c'était le bout du monde ici. Le tronçon français a été le premier à être mis en service à cause de Chamonix. Le tronçon suisse a ensuite été rajouté, mais 2 ou 3 ans plus tard seulement. Nous avons inauguré la ligne en 1906. La construction a duré 2-3 ans. Cela a été relativement rapide. La jonction avec Châtelard date aussi de 1906. Avec le recul, nous avons remarqué combien l'ouverture de cette liaison ferroviaire était impérative pour cette vallée. Parce que, comme vous le savez, c'était un coin complètement perdu ici. Jusque dans les années 30 du siècle passé, le train circule uniquement pendant les mois d'été. L'électrification de cette ligne est d'origine. La ligne ferroviaire Martigny-Châtelard est avant tout placée sous le signe du tourisme. Des hôtes venus de toute l'Europe découvrent les Alpes. À Martigny, l'âge d'or du chemin de fer reste bien vivant. L'association Train Nostalgique du Trient se consacre à la sauvegarde, la restauration et la circulation des véhicules historiques. Depuis 1995, ces nostalgiques s'évertuent à préserver ces petits bijoux ferroviaires. Monsieur Jacquier conduit la voiture de 1908 sur la voie métrique du Mont-Blanc Express en vue d'une sortie exceptionnelle. Les rails passent ici en pleine rue, devant le bâtiment de la gare. Cette scène rappelle le temps où le Martigny-Châtelard circulait encore au beau milieu de la ville. D'ailleurs, la ville de Martigny possédait aussi un tramway jusqu'en 1957. Lors de sa création, l'association comptait à peine une poignée de passionnés du chemin de fer. Aujourd'hui, elle dénombre 180 membres passifs et une dizaine de membres actifs qui travaillent à l'entretien des véhicules. Bénévolement, cela va de soi. Ce véhicule est le plus ancien du parc ferroviaire. Pourtant, il a l'air comme neuf. Quelle réfection a-t-il subi? Aucune. Sur ce véhicule, nous n'avons absolument rien fait. Gar nichts. Toujours en état d'origine. Tout est d'origine, tout date de 1906, année de l'inauguration de la ligne. À l'époque, le train ne circulait qu'en été. Les vitres étaient donc superflues, d'où son surnom, la voiture à rideaux. Alors mon père et mon grand-père ont travaillé sur cette ligne. Et depuis tout petit, je suis le descendant de la famille, j'ai attrapé le virus. Mon fils, qui a 2 ans, est aussi passionné de train. Bon, à son âge, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il y aura une 4e génération. Entre Martigny et Vernaya, sur la voie métrique du Mont-Blanc Express, l'association organise régulièrement des excursions nostalgiques. Mais un parcours sur la ligne complète reste encore du domaine du rêve. Un rêve qui deviendra peut-être réalité dans un avenir lointain. Dans le Valais, les amoureux du chemin de fer sont beaucoup moins nombreux qu'ailleurs. Pour l'association Train Nostalgique du Trient, tout soutien est le bienvenu. Car ici, les trains historiques ne déchaînent pas, ou pas encore, les passions. Martigny, l'ensoleillé, s'affirme comme la plaque tournante d'un abondant trafic ferroviaire. Le Saint-Bernard Express, le Mont-Blanc Express ou le train nostalgique offrent, chacun à sa manière, un charme irremplaçable.